Bonsoir, bonjour le peuple, c'est moi-même Tijswege, le président de la Suisse. On se retrouve ici même au Parlement. Vous savez comment on est, en ambiance, on abuse, on transmet, on éduque. Et là on va parler de vraies choses. Likez, abonnez-vous, partagez, ça se passe maintenant. Eh oui, c'est moi-même Tijswege, le président de la Suisse. On est même là au Parlement. Je suis avec Philippe, Commando, et je suis avec Giada. Vivre ensemble. Bienvenue Philippe. Merci pour ta présence. Giada, merci à toi. Merci. Alors là, nous allons parler en fait des images qui se divulguent dans la société, dans les lieux publics en Suisse. Donc des images qui consistent en fait à parler en fait des Africains, hein, ou bien même plus encore, hein, des immigrés. Donc nous allons parler par rapport à ça en fait. On va savoir en fait comment ça se fait que vous êtes dedans, comment ça se fait que vous avez commencé. Je commence par Giada. Merci. Je t'en prie. Alors, moi, effectivement, je travaille depuis 6 ans pour l'association Vivre Ensemble. On est basé à Genève. Et nous, on est une plateforme d'information sur le droit d'asile et des migrations. Magnifique. Du coup, c'est vraiment le service de... Notre but, c'est d'essayer, on a ce logo, informer pour renforcer le droit des personnes réfugiées en Suisse. Et du coup, on passe par l'information pour qu'on se dit, ça va réduire les préjugés. Plus les gens ils seront informés, plus ça... moins ça va réduire le nombre de préjugés. Du coup, si tu veux, globalement, c'est un peu ça, notre action. Après, moi, spécifiquement, je travaille avec les journalistes. D'accord. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut essayer de communiquer. On a une revue qui sort 5 fois par année. Mais tant qu'il y a des gros titres qui sortent dans les médias, où il y a des préjugés qui sont reproduits, en fait, notre action, elle est toute effacée. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment essayer de travailler, de faire de la sensibilisation, participer à faire des formations aux journalistes. Notre idée, c'est pas d'être des censeurs et puis de dire « Ah, vous ne devez pas faire ça » ou ça, mais plutôt d'accompagner leur travail pour qu'ils comprennent, qu'ils aient l'information de base et qu'ils puissent traiter de manière factuelle, et, si possible, avec moins de préjugés possible. Magnifique. On va savoir justement d'où viennent ces préjugés. Et savoir pourquoi en fait il y en a, parce que si en fait il y a justement cette association qui est née, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a des préjugés, il y a bien sûr des choses qui sont peut-être pas bien pour certaines personnes. On va revenir à toi et puis on va savoir ce qu'il en est. Philippe, présente-toi s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci, je suis donc directeur du bureau romain de Commando. Commando, c'est une organisation ONG, le siège à Lucerne, qui vient à la base des mouvements missionnaires, mais qui est laïque maintenant, totalement. Et donc, ça fait 2 ans et demi que je suis directeur... Quand on dit missionnaire, c'est-à-dire quoi? Donc, confession chrétienne? Oui, confession chrétienne, les mouvements historiques qui, à la racine historique, c'était des mouvements missionnaires chrétiens. Et puis maintenant, alors plus du tout, l'organisation est complètement laïcisée. Et on est donc une ONG de coopération internationale avec un modèle qui est un tout petit peu différent que les majors que l'on connaît, comme Terre des Hommes, Caritas, etc. Les projets ne nous appartiennent pas. D'accord. Ce que nous faisons, nous recrutons des spécialistes de métier qui correspondent à un besoin qui nous a été signifié par des organisations partenaires dans les pays dans lesquels nous intervenons. Donc nous avons des accords de partenariat dans 3 pays d'Afrique subsaharienne et dans 4 pays en Amérique latine. Et nous cherchons des profils métiers qui permettront à ces organisations de grandir ou à leurs projets de grandir. Et lorsque l'on réussit à trouver une personne qui a un profil qui matche parfaitement aux besoins, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on finance leur envoi pendant 1 à 3 années. Donc l'organisation n'a rien à payer et la personne va sur le terrain s'engager, non pas en tant que chef de projet, mais s'intègre dans l'équipe locale des partenaires. Alors, en Afrique subsaharienne, on est présent en Zambie, au Kenya et au Namibie. Alors voilà, on a ça s'appelle la coopération par l'échange de personnes. C'est un modèle de coopération internationale qui est un petit peu différent de la plupart des organisations que l'on connaît, mais qui fonctionne bien. C'est un partage d'expériences, un échange de compétences. Ce que nous pensons pouvoir amener est aussi riche que ce que nous pouvons retirer de l'échange de compétences et le partage de connaissances que l'on retire de l'Amérique latine et de l'Afrique. Magnifique. Moi, j'aimerais savoir comment ça se fait que tu es rentré en fait dans ce domaine-là, à savoir justement être du côté des immigrés. Je veux savoir déjà si tu es né, grandi en Suisse, afin que justement le peuple et les gens comprennent un peu en fait d'où vient en fait tout ça.
Alors oui, je suis née en Suisse, même de 2 parents suisses, avec une maman tessinoise. Magnifique. Mais je pense qu'il y a une petite influence sur le fait qu'elle a toujours un accent assez fort. Et elle aussi, elle s'est beaucoup mobilisée pour le droit des personnes réfugiées en Suisse romande depuis que je suis petite. Donc j'étais assez vite dans les manifestations, j'ai assez vite compris qu'il y avait des lourdes discriminations et que ça allait pas pouvoir continuer comme ça. Et ensuite, j'ai étudié l'ethnologie à l'Uni, et qui a aussi une petite racine dans le missionnariat, dans cette idée d'aller un peu enquêter, puis on peut amener sa parole aussi. Et puis après, j'ai découvert un peu d'autres études postcoloniales et un peu plus critiques vis-à-vis de la race notamment, et de son utilisation en Europe. Et alors là, après concrètement, dans ce travail-là, j'avais envie de travailler dans le milieu associatif. Et voilà, dans l'information, j'avais l'impression que c'était une bonne entrée en matière pour amener plus d'informations. C'était une manière de lutter contre les discriminations. Magnifique, ça c'est vraiment bien ça. Et Philippe, c'est la même chose en fait. Comment ça se fait que toi tu t'es lancé justement dans ce milieu associatif en fait, ONG et autres? Alors, moi j'ai fait des études aussi en lettres, en journalisme, donc je pense qu'on a un petit peu le même langage avec Jada. Et puis l'autre. Non, moi je suis pas journaliste, moi je suis un chroniqueur. Non, parce que là, on dit déjà les choses un peu. Et puis, alors, cette partie-là, mais aussi pendant les études, j'ai fait un de mes séminaires d'histoire, puisque l'autre branche d'études que j'ai faite qui m'a passionné, c'était le premier qui tentait de faire un séminaire sur la décolonisation de l'Afrique. Et c'est une thématique qui m'a évidemment passionné. Alors, comment est-ce que je suis arrivé dans les organisations non gouvernementales? J'ai eu une première partie de ma carrière qui était essentiellement dans le domaine associatif culturel. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir, quand j'ai décidé de faire mon virage, travailler comme responsable de la communication pour la Fondation Terre des Hommes. Après, alors pendant 5 ans, en étant responsable de la com pour la Fondation Terre des Hommes, que beaucoup de gens connaissent, je suis parti vivre 4 ans à l'étranger, en l'occurrence en Asie du Sud-Est, et puis j'ai eu l'occasion de vivre personnellement ce qu'est aussi une discrimination lorsque on a des signes extérieurs qui marquent que l'on n'est pas de la culture locale. C'était dans quel pays ça? Au Vietnam. Je suis marié avec une Vietnamienne, donc j'ai vécu au Vietnam. Et puis en rentrant en famille avec ma femme et puis notre fille qui est née là-bas, j'ai eu l'occasion, après 2-3 ans de retour, de travailler dans une fondation sociale à Lausanne qui aide les familles de manière générale, puis de travailler pour Comundo, donc de revenir à ce qui était le cadre de travail que je connaissais déjà avec Terre des Hommes et puis qui m'avait passionné. Donc ayant ce bagage d'avoir vécu dans l'interculturalité, pour moi, lorsque j'ai eu l'occasion de prendre la responsabilité du bureau de Fribourg pour Comundo, c'était une manière d'amener mon bagage de Terre des Hommes d'une part, mais de vécu d'interculturalité également dans le modèle d'action qui est le nôtre. Parfait. Mais effectivement, quand moi je vois les associations, les images, c'est vrai qu'il y avait beaucoup cette image de Terre des Hommes. Et Terre des Hommes, justement, ça va vraiment en fait dans le sujet vraiment concret. C'est l'image qu'on voyait par rapport... Bon, moi, on va prêcher nos paroisses. Moi, je parlais par rapport à la communauté africaine, par exemple. On voyait beaucoup des enfants qui étaient un peu tout minces. C'est des réalités, c'est des vérités. Mais c'était la seule image qu'on voyait justement dans nos rues, autour de nous, en Suisse. Est-ce que je me trompe quand je parle comme ça par rapport aux Terres des Hommes, selon toi, Philippe ? Alors, tu ne te trompes pas, puisque ça c'est encore utilisé relativement rarement, mais il y a déjà eu, au moment où j'y travaillais, il y a 15-20 ans en arrière, un énorme débat à l'interne s'agissant de l'image. Quelle image voulons-nous véhiculer ? Alors, il est clair que les équipes de Terre des Hommes étaient sur place dans des contextes sahéliens qui étaient extrêmement désertiques et des enfants étaient dénutris. Et on est dans une perspective où l'organisation doit quand même vivre avec des donations. Et là, le gros problème, c'est que comment trier dans les réalités que l'on voit sur le terrain et redonner une image qui puisse faire sens de l'activité multiple, mais également susciter des dons. On est dans le marketing, quelque part. Et là, la discussion et le débat qui avait lieu à l'interne de Terre des Hommes, et qui a trait chez nous maintenant également, est de savoir mais comment est-ce que nous pouvons maîtriser l'image, contrôler l'image que l'on donne en mettant tous les garde-fous nécessaires pour que sa perception soit le moins biaisée possible. Alors on ne fait jamais tout juste. Et c'est pour ça que Jada forme, donne des formations et des séminaires à l'attention des journalistes. Elle pourrait très bien étendre son activité auprès des organisations non gouvernementales qui ont des choix à faire au quotidien et puis qui, des fois, se trompent.
je dis pas qu'on s'est jamais trompé, mais on a quand même, je t'expliquerai tout à l'heure, certains garde-fous et certaines lignes qui sont bien définies. Bah, Djada, là, il y a une sortie pour toi, une entrée pour toi. C'est-à-dire que tu pourras même aller vraiment vers les associations et puis leur dire, et regardez, il faut commencer à gérer telle image de cette manière, façon et tout. Parce qu'effectivement, là, on a parlé des Terres des Hommes. Et puis, oui, il y a Komundo, mais il y a encore d'autres aussi. Moi, j'ai fait mes propres recherches aussi. Et j'ai eu aussi certaines questions. J'ai fait du réseautage et autres. Et puis, c'est vrai que j'ai pu voir qu'il y avait aussi des discussions en interne aussi par rapport à ça. Mais force de constater que ça ne change pas. C'est toujours la même chose. Je peux traîner dans les rues de Lausanne, de Vevey, partout. Je veux me sentir quand même un peu touché. J'avoue. Je veux quand même me sentir un peu touché. Moi, je suis la voix du peuple. J'ai eu quelques réponses, quelques avis par rapport à ça. Et est-ce que toi, Djada, tu as aussi ce genre de sujet-là, en fait, là où tu travailles, et comment tu gères et comment tu fonctionnes pour que ça puisse aller au mieux, en fait? Bon, alors c'est ça, c'est que il y a quand même cet aspect d'y aller, je parle de la sensibilisation dans le dialogue, en fait, parce que c'est sûr qu'on observe, en fait, dans le traitement médiatique, qu'il y a des biais, qu'il y a des préjugés, des discriminations qui se reproduisent, mais voilà, en arrivant de manière trop frontale avec les journalistes, alors c'est une profession qui a raison, mais fait très attention à sa liberté et à dire on ne doit pas se faire influencer, pas de lobby, nous on est des journalistes, on doit traiter l'information. Du coup, c'est vraiment essayer déjà de les sensibiliser avant, de leur ramener ces thématiques. Et moi, je pense que tu évoques le fait que ça ne change pas, tu vois plein de choses et ça ne change pas. Ben, en fait, c'est bien évidemment que c'est quelque chose de beaucoup plus structurel. En fait, c'est pas les médias, c'est pas les ONG, c'est quelque chose qui emprunte beaucoup plus le sens de notre société telle qu'elle est bâtie aujourd'hui. Et puis, il faut commencer à la déconstruire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On fait comment ça? Alors, justement, moi, ce que j'essaie de dire souvent, c'est que, parce qu'on ne fait jamais juste ou faux, ce qui est rigolo, c'est que les journalistes, des fois, ils nous disent, bon, alors je dois écrire quoi? C'est quoi qui est juste? C'est quoi qui est faux? Ah, ouais. Puis en fait, je peux pas, notre idée, c'est pas de dire ça va, ça va pas, mais c'est vraiment de leur faire comprendre, en fait, quel est l'impact que ça va avoir si on utilise tel mot, si on utilise telle image, qu'est-ce que les gens, ils vont penser? Les médias, ils ont cette responsabilité, en fait, de nous donner une vision du monde. Puis par le choix des images, des mots qu'ils vont choisir, ils vont cadrer cette compréhension qu'on aurait de choses qu'on connaît pas forcément. Et c'est ça que j'essaye un peu de leur montrer, c'est cette responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, je sais qu'ils ont un timing très très serré. Ouais, c'est toujours ça aussi. Et à nouveau, c'est pour ça que je parle des conditions structurelles. Parce que tu vois, c'est aussi le fait qu'il y ait une réduction des effectifs au sein des médias, que le temps il soit aussi pressurisé. Les gens, ils agissent vite. Et puis là, ils arrêtent de réfléchir. Puis voilà. En fait, nous, c'est là qu'on essaye de dire, en fait, posez juste le clavier 2 minutes, la plume, tout ça. Puis quand vous voulez écrire ça, quand vous choisissez cette photo, vous dites, mais pourquoi je veux choisir celle-là? En fait, qu'est-ce que ça me fait? Moi, je trouve que vraiment, un truc général comme ça, c'est la mise en contexte. Il faut réfléchir à si on sort quelque chose de son contexte et puis on dit vous voyez, tu peux faire dire tout ce que tu veux à une image. Exactement. Alors que par contre, si tu la mets en contexte, t'expliques pourquoi c'est ça, c'est différent. C'est essentiel. Cette mise en contexte est vraiment essentielle. J'ai amené le document, je pourrais te le laisser si ça t'intéresse. On a signé la charte d'Alliance Sud au même titre que une vingtaine ou 25 ONG sur une communication responsable. Et la clé de cette communication responsable, qu'elle soit en termes d'illustration, d'image ou de communication texte, on donne une image aussi par le texte, est de vraiment expliquer le contexte, ne jamais biaiser, travestir ou essayer de sortir des arguments ou des illustrations sans expliquer le contexte. En l'occurrence pour nous, que font nos coopérants sur place avec les bénéficiaires, avec les organisations partenaires. Si on n'explique pas ça, l'image va laisser libre cours à toutes sortes d'interprétations qui seront pertinentes. L'objectif, c'est vraiment de travailler dans la durabilité. On est dans un changement de mentalité. En même temps. On est dans un changement de mentalité et ça s'opère sur, en tout cas, au minimum une génération. Ouais. Alors, le combat est long, il est long. Je comprends que tu puisses continuer à t'offusquer parfois, mais je pense que tu auras, j'espère que tu auras à tes vieux jours l'occasion de te réjouir, de voir que le combat a été effectivement gagné. On y travaille pour, t'es là pour ça, tu contribues, comme Djada, c'est ça. Et on parle beaucoup d'images, on va justement balancer ces images-là, afin que les gens sachent de quoi on est en train de parler. Let's go. Alors nous voici de retour, ici même au Parlement,
avec Jada. Philippe est toujours là présent. Nous avons pu voir en fait les images justement de Komundo. Hein. Il y a 2 images qu'on a pu voir. Et donc on voit en fait cette dame qui porte le bébé et qui donne le bébé à sa maman. Que sa maman, on a pu voir comme elle est assise. Elle est en bas, elle est assise. Elle reçoit son bébé. Et de l'autre côté, on voit une dame qui est en train d'apprendre à faire la couture. En fait, hein, comme on est en train de parler, comme il a dit, il faut toujours mettre le contexte. Donc le contexte, justement, c'est que c'est des échanges de procédés. C'est des échanges, en fait, de formation. En fait, c'est ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, comme on parle toujours d'histoire, les images veulent toujours dire quelque chose, même si on n'écrit pas quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai pu constater, en faisant justement cet appel par rapport à ces 2 images-là, et on a pu voir aussi, en fait, l'image de CSP, comme ils ont pu voir aussi, que, en fait, c'était cette image de White Savior. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, White Savior, c'est le sauveur blanc, qui veut toujours apprendre, qui veut toujours montrer que lui, il sait. Et donc, en montrant ces images-là, justement, il y a tout le monde qui s'offusquait par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en même temps, on voit par exemple de l'autre côté un enfant qui est un petit peu sale et autres. En même temps, on voit ça. On ne peut pas savoir qui travaille bien ou pas. On ne peut pas savoir qui fait les choses bien ou pas. Cela dit, le message est quand même transmis de la sorte. Et il y a justement des communautés, comme on parle directement de la communauté africaine, parce que c'est des images où il y a des Noirs qui sont présentés. Ils se sont touchés par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion, par exemple? Je commence par toi, Philippe. Alors, moi, je conçois totalement qu'il puisse y avoir des réactions de la communauté noire africaine qui soit ou migrante, qui soit heurtée et qui ait une lecture culturelle totalement différente de la même image que celle que nous avons essayé de produire en mettant des lignes directrices quand même claires sur ce que nous voulons représenter. Pourquoi ? Effectivement, tu parles du White Savior. Nous, dans notre iconographie et dans la banque de données images que nous pouvons mettre dans le domaine public, pourquoi est-ce que nous avons toujours en coopérants suisses, c'est pas toujours des blancs, hein, il y a aussi des Africains, des Latino-Américains qui travaillent pour nous. Pourquoi est-ce qu'on a toujours le coopérant qui est sur l'image ? C'est parce que c'est notre seul produit marketing. Nous essayons de générer de la solidarité auprès du public suisse pour qu'il nous aide à financer l'envoi de ces personnes. Et la clé de ce que l'on demande aux photographes que l'on mandate sur place ou à nos coopérants lorsqu'ils prennent des photos, c'est de ne jamais se mettre en avant et de toujours être à pied d'égalité dans l'équilibre de la photo et bien sûr d'expliquer le contexte de la photo. Ouais. Mais voilà, je conçois tout à fait qu'il y ait des réactions qui puissent mettre en avant l'image du blanc, le plus souvent, qui intervient au milieu d'un contexte africain et qui peut être perçu comme un white savior. Il y a aussi, je pense, une lecture dominante de ce genre d'image par la diaspora migrante ou noire ou latino-américaine qui a vécu les Blancs qui sont arrivés comme des sauveurs, qui ont imposé des choses et qui veulent vraiment se battre pour s'en détacher. Donc il y a aussi ce bagage, cette lecture culturelle qui est ancrée en eux, qui est de dire on combat le white savior. Je crois que nos équipes, depuis le temps que Komundo existe, n'a jamais envoyé un white savior sur le terrain. Oui, je pense bien. Sinon, tu ne serais pas là. Alors moi, je ne suis jamais allé sur le terrain. Voilà, je suis là pour en débattre parce que le comment est-ce que je suis autour de ta table, c'est parce que tu m'as fait part de cette lecture qui était mal appréciée par quelqu'un. Je ne crois pas que c'était toi-même qui avais vu la photo. Et puis, mon ouverture, mon premier retour était de dire « Mais arrête-toi au bureau et viens, on en discute. » Magnifique. Voilà, donc tu t'es jamais arrêté au bureau, mais tu m'as tout de suite invité ici. Direct, on est au Parlement. Je trouve que c'est encore plus passionnant. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces images-là ? Comment toi, par exemple, tu les perçois, d'autant plus que tu travailles avec des migrants, des personnes africaines et tout ? Comment tu vois ça ? Ouais, alors moi je partage aussi volontiers comme ça une impression. Après, moi justement je porte pas un regard normatif ni sur une pratique ni comme ça. J'essaie plutôt de comprendre en fait d'où ça vient. Puis là, clairement, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà une différence par rapport à ce que je fais au quotidien, qui est essayer de traiter l'information, c'est-à-dire médias et tout, qui ont un devoir d'information.
Et puis là, Philippe, de ce dont il nous parle, c'est vraiment la communication. La communication. Et puis ça, c'est encore autre chose pour moi. Et c'est vraiment alors quelque chose que j'ai de la peine à comprendre parce qu'effectivement, c'est là-dessus où on va commencer à mettre en avant une certaine imagerie. Et puis, bon, le traitement, il est un petit peu différent. Mais peut-être je peux revenir un petit peu à ce qu'on voit par rapport aux médias, que vraiment, on se rend compte qu'effectivement, s'il y a des journalistes, quand on intervient ou quand justement on voit une image un peu déplacée, c'est intéressant parce que, par exemple, je te donne un exemple, il y avait dans le journal Le Courrier, qui est un peu perçu en plus traditionnellement à gauche et qui traitait en fait d'une information sur les statistiques de la police, je crois. Ouais. Et l'image choisie, des mains menottées, peau noire. Voilà. On était là, c'est pas possible, pourquoi ils font ça et tout. Alors on a essayé d'en parler avec eux. Et puis la réaction, elle a été assez vive en fait. Et puis un peu peut-être quelque chose, ce que, comme tu décris, c'est qu'il nous a dit, le journaliste, mais on a vachement réfléchi à ça. En fait, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est décrire les pratiques policières qui font du profilage racial et tout. Donc, en fait, on voulait illustrer ça. Mais justement, dans ce genre de cas, on leur dit, mais si vous l'expliquez pas, on va pas le comprendre. C'est ça le problème. Donc, détacher l'image, ce que fait un peu la communication parfois, je pense qu'il y a un slogan, une image, ça permet pas trop de comprendre un peu ce qu'on essaye de représenter, moi je pense. Mais c'est pas par rapport à Comundo, c'est un peu les grilles de lecture que j'essaie d'avoir par rapport aux images, par exemple. Ouais, c'est pour ça que moi j'essaie de voir ça justement à la globalité. Par exemple, quand on voit cette image-là directement, justement, là tu parlais de slogan. Si on met un slogan, peut-être qu'on peut comprendre, mais je trouve que l'image est toujours un peu plus forte que le slogan quand même. Parce que les gens ils vont pas forcément s'arrêter et lire, et peut-être que même il y a un étranger qui va marcher en Suisse alémanique qui comprend pas l'allemand, ou bien comprend pas le français, va juste regarder l'image. Et du coup, justement, là, tu étais en train de dire que vous avez fait une charte, vous étiez en train de regarder comment vous pouviez faire. Vous avez déjà eu des plaintes ou bien ce genre de situation? On a eu des observations, des remarques, effectivement, des plaintes, non, alors des plaintes, mais des observations critiques, et on les prend volontiers. Parce qu'on considère, alors, le fait d'avoir signé une charte qui nous engage, nous et plein d'autres organisations, sur une même lignée, c'est un processus, c'est pas... On signe sur des définitions de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est un processus où on continue à apprendre en permanence et en impliquant les personnes comme toi, comme d'autres qui sont impliquées, qui sont partie prenante dans ce débat. Et donc pour nous, on s'arrête jamais de réfléchir. Alors, certainement, et peut-être moins que les médias, on a quand même dans des planifications d'outils ou de thématiques de communication des choix à faire, mais ils sont construits beaucoup plus lentement. On a le temps de revenir, contrairement à un média qui aura peut-être une affaire à traiter avec un profilage racial de la part de la police, où ils vont devoir agir vite. Tu parlais des délais, de la pression, etc. Ils auront moins le temps pour choisir. Nous, on a un petit peu plus de temps, ce qui ne veut pas dire qu'on fera plus juste, mais on est dans le cadre d'une communication qui est régie par une planification thématique. C'est un petit peu différent. Là, c'est la planification, c'est généralement l'actualité ou la thématique qui est en haut de l'agenda sur le moment. Donc voilà, on travaille assez différemment et on a quand même cette composante marketing derrière qui, les journaux ont aussi une composante marketing, hein. Le poids des mots, le choc des photos, il y en a beaucoup qui l'ont utilisé pour faire vendre du papier. Mais alors nous, on n'a pas de papier à vendre. Nous, on a à vendre de la solidarité des publics suisses envers le travail de nos coopérants qui bénéficient à des organisations et à des bénéficiaires locaux, in fine. Ce que je trouve qui est bien, c'est déjà que vous aidez déjà des pays autres à pouvoir se former et puis justement après à entreprendre les choses par eux-mêmes. C'est ce que j'ai pu comprendre par rapport à Comundo. Après, maintenant, ce que je trouve qui est dommage quand même, c'est que malheureusement, il y a un peu cette ligne qui va faire en sorte que ça va biaiser par rapport à votre vrai travail que vous êtes en train de faire, juste par rapport à l'image. Par exemple, cette image où il y a une dame qui est assise et qui pose son bébé, on aurait pu mettre Comundo, ça c'est une idée. Hein. Après, vous me dites que on met Comundo, parce qu'on sait que c'est Comundo qui travaille, c'est Comundo qui finance, et puis que les deux dames ils sont à 2 pieds d'égalité. Les deux dames sont à 2 pieds d'égalité, elles donnent son bébé tranquillement, ou bien même que ce soit 2 noirs, ou bien que ce soit une blanche et un noir. Là, je pense que quand même, les gens ils se diraient quand même, on travaille, on est ensemble, on est main dans la main. Parce que moi, je trouve que c'est aussi bien qu'il y ait aussi des associations. Parce que sinon, si aussi la communauté africaine, ils font que de dire « Ah, mais on nous embête. » Mais on a aussi besoin d'aide s'il y a vraiment d'aide. Et puis s'il y a des gens qui ont le cœur pour aider.
pourquoi pas aider? C'est plus question de couleur ou question de quoi qu'est-ce, mais c'est toujours bien d'amener en fait ce genre de sujet afin que les gens ils puissent comprendre aussi en fait ce qui se passe. Je vais encore lancer en fait une petite vidéo où on va revoir en fait l'histoire de l'imagerie que les Noirs ont en Suisse, qui peut être néfaste et qui se passe toujours en Suisse par un historien. C'est parti. La Suisse qui n'a pas eu de colonie. Voilà une affirmation qu'il s'agit déjà d'interroger parce que la présence d'images qui ont été produites par des Suisses pour des Suisses correspond à celle qui a été diffusée dans les puissances occidentales, coloniales, sur un mode, on va dire, à peu près identique. Les images qui sont construites autour des Africains en Suisse, elles sont nées des supports publicitaires, les produits qu'on consomme, les affiches que l'on voit de plus en plus dans les rues, des entreprises, notamment dans l'alimentation comme Nestlé, qui vont développer des produits et qui vont produire des affiches ou des publicités de gamme mondiale. Donc il faut que l'image elle puisse fonctionner dans plusieurs régions du monde. Petit Nègre, produite par Le Castel à Genève. Et voilà, nous sommes de retour. On a pu voir ces images, on a pu voir cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on a pu voir, Philippe? Alors heureusement, fort heureusement, le monde des publicitaires s'est aussi fait mis des garde-fous. C'est pas encore complet. Ben voilà, on sait tout ce qu'il est advenu des têtes au choco. On sait tout ce qu'il est advenu du bon bonhomme Banania et d'autres. On n'en est plus à ce niveau-là, au niveau du publicitaire. Moi, ce que j'ai retenu quand même, c'est que la première assertion de cet historien, c'est que la Suisse n'a pas eu de colonie. Alors effectivement, en tant qu'État, la Suisse n'a jamais possédé des terres en dehors de son territoire au centre de l'Europe, mais elle a eu des colonies économiques, elle a eu des colonies missionnaires, elle a eu des colonies... Elle a participé, en tant que pays européen, à un mouvement qui était d'une culture dominante dans l'Europe à ce moment-là, en ayant des partenariats économiques, des partenariats culturels avec beaucoup d'acteurs qui, eux, étaient des colons. Elles le sont encore pour partie d'entre eux. Donc oui, ça me fait réagir. Fort heureusement qu'on revient sur une lecture qui est beaucoup plus égalitaire maintenant, et puis que cette décolonisation qui par ailleurs chez Comundo vient, et ça c'est pour moi la bonne nouvelle de l'année dernière, vient d'être inscrite comme étant un thème prioritaire de notre prochain plan quadriannuel, plan stratégique. C'est un thème qui va devoir traverser toutes nos activités du programme à la communication, c'est l'attention à la décolonisation. Ah oui, carrément. Ça a été inscrit pour la période 2025-2028 et on va modifier. C'est un changement de mentalité, ça, comme je disais tout à l'heure, ça prend toujours du temps. Et puis on travaille à la durabilité de cette nouvelle image que l'on co-construit avec toi, avec tes frères, tes sœurs, avec tout le monde qui est de bonne volonté, mais ça prend du temps parce qu'il y a des mauvaises volontés en face de nous. Et puis, qu'est-ce que tu as pu en retirer par rapport à cette vidéo, Jadia? Moi, malheureusement, je suis beaucoup moins positive et optimiste que ton constat, Philippe. Moi, je trouve que tant qu'il y a des personnes qui sont encore... en train de souffrir, le racisme est encore si présent et en fait ce que je vois par rapport à ces images et comme ça, mais pour moi il y a un facteur qui est intéressant, une grille de lecture qui est intéressante, c'est l'intersectionnalité. Ça veut dire que là on parle non seulement des personnes discriminées pour la raison de leur couleur de peau, mais qu'il y a des personnes discriminées par leur statut socio-culturel parce que c'est des femmes, et en fait je pense que toutes les luttes elles doivent continuer et puis en plus converger plutôt, et je pense qu'on a une responsabilité de pas se dire ça va prendre du temps, et tant qu'il y a des personnes qui souffrent, en fait, moi je pense qu'on a une marge de manœuvre. Et je trouve qu'une clé, par exemple, qu'il y aurait, c'est de la créativité. C'est ce que je travaille un peu avec les journalistes. Oui, c'est que là, de plus en plus, on voit sous les images des personnes qui traversent la Méditerranée, par exemple, ou dès qu'on parle un peu de migration illégale, c'est tout le temps les migrants. Toujours ce mot qui revient. Puis en fait, il est vraiment connoté péjorativement. Et quand je discute avec les journalistes, et puis j'essaie de leur expliquer, en fait, pourquoi vous avez choisi ce mot, ça a un impact, puis ils me disent, ouais, mais c'est un synonyme. Non, en fait, dans la compréhension, c'est pas un synonyme, puis ça va donner une impression vraiment différente. Et en fait, il y a tellement d'autres mots qui existent. Pourquoi on reste sur ce mot-là ? Et moi, je trouve que pour les images aussi, on a un pléthore d'images. On sait que ça va contribuer potentiellement à renforcer des idées reçues. On fait différemment.
c'est notre rôle, il faut qu'on fasse différemment. Et en plus, moi je pense que sur la communication, si on arrive à changer un peu littéralement, ça va attirer l'attention, parce qu'on n'est plus dans ce registre humanitaire ou dans ce registre comme ça, on dit pourquoi ils ont choisi plutôt ça Donc il y aurait du bon, et je pense qu'en plus c'est vraiment s'afficher pour dire en fait non, on refuse, non, on veut plus du tout entrer là-dedans. Ça va changer un peu justement la manière de voir les esprits, parce qu'on parle beaucoup de préjugés, c'est-à-dire que si on voit aussi une personne qui est toujours assis par terre et il faut qu'on lui amène, il faut qu'on l'aide inconsciemment, dans l'inconscience, parce que là c'est même pas question de noir ou de blanc, même moi-même en étant tout petit, j'avais pas envie d'aller en Afrique. Où je regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça se passe comme ça, mais alors que c'est pas vrai. C'est toute une imagerie, c'est toute une façon de penser, comme on a pu voir dans la petite vidéo, qui vient depuis longtemps. Et on a pu parler justement, il n'y a peut-être pas eu de colonie, mais c'était bien de pouvoir le dire aussi, Philippe. C'était que dans l'esprit, il y avait quand même ça. Et c'est quand même aussi ancré jusqu'à notre génération, en 2023, malheureusement. Et je pense que cette émission ici au Parlement, ça va pouvoir essayer de donner une petite touche afin que les gens puissent aussi un peu changer d'avis sur tout ça et amener en fait de nouvelles façons de voir, et que justement en tant qu'Africain né en Suisse, grandi en Suisse ou même ailleurs, migrant latino ou autre, puisse se sentir bien lorsqu'il marche dans les rues de ses propres villes en Suisse. Je pense que c'est comme ça qu'on va devoir évoluer. Je partage ton pessimisme, revenir sur que t'en constates effectivement les mouvements de racisme ou de néo-racisme qui fleurissent dans notre bonne vieille Europe et qui ne cessent de fleurir, que ce soit pour des questions d'identité culturelle, ethnique, ou alors d'identité genre, ça devient terrible. On est presque moins tolérant maintenant sur certaines choses. Quoique, j'aimerais aussi rappeler que, en tout cas pour moi, pour ma génération, puisque j'ai plus de 50 ans, les valeurs qui prévalaient dans les médias, dans la société, je suis d'une famille petite bourgeoisie suisse, c'était, à les entendre, c'était horrifiant. On en est, selon moi, heureusement revenu. On a quand même un sentiment de solidarité d'une part, mais de compréhension. Puis quand tu parlais des migrants, je te rejoins. Là, quand on dit que c'est des migrants, je pense que chaque personne devrait être expliquée avec un nom différent. Et chaque personne va migrer pour une autre situation. C'est un contexte socio-économique, est-ce que c'est un contexte de discrimination, de persécution lié à un État, ça peut être la famine, c'est à chaque fois des histoires différentes, et de mettre tout le monde dans un même panier, effectivement c'est extrêmement discriminant quelque part. Donc là je te rejoins d'une part sur les mêmes œufs dans le même panier, tous les œufs dans un même panier, ça je trouve que c'est pas une bonne manière de procéder. Et puis malheureusement effectivement on a encore des réactions, et nous on travaille sur les médias sociaux. Je ne te donne même pas la dernière réaction d'engagement que j'ai eue sur un média social suite à la publication de notre dernière thématique. C'est horrifiant. Carrément. Je te la donnerai en off après. Je vais partager ça avec le peuple. Ils ont envie de tout savoir. Si tu veux dire un mot de la fin par rapport à ce qu'on a pu dire, Djada, tu dirais quoi? Je dirais qu'on a tous et toutes une complicité, une responsabilité. Je voulais parler de la complicité parce que je pense qu'il y a des personnes comme toi, par exemple, qui mènent des combats, et que je trouve qu'on doit être complice, et dans le bon sens du terme. Ça veut dire que c'est pas juste d'autres qui doivent mener ce combat, c'est ensemble qu'on va le mener, et que je pense qu'il faut que ça change maintenant. Parce qu'en fait, c'est clair que ces nouveaux mouvements, ça fait très peur, ce néofascisme. Philippe, on a dit maintenant, elle a dit maintenant, elle n'a pas dit demain, elle a dit maintenant. Et parce que c'est partout, c'est vraiment là les études qui sont sorties. Si les médias ils font pas des gros titres ou comme ça, en fait c'est que c'est dans tous les médias. C'est peut-être quelque chose aussi que je peux dire, c'est que souvent quand je présente mon travail, on me dit dans le Blick, on désigne du doigt, mais en fait ces discriminations on les retrouve dans tous les médias, parce qu'en fait ça empreint notre société, notre vision du monde. Il y a des jugements qui sont inacceptables, il y a des choses, et en fait je pense que vraiment c'est que nous on doit dire pas ça va changer, mais il faut qu'on change ensemble, quoi. Voilà, magnifique. Philippe, que dis-tu? Alors, je suis de nature assez pessimiste, mais j'aime bien regarder la lueur devant moi en me disant il y a de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir, parce qu'il y a des gens, alors peut-être qu'on baigne dans ce métier-là, la coopération internationale, on rencontre des gens qui sont d'extrêmement bonne volonté, également de formation, qui réfléchissent et puis qui essayent de travailler ensemble à ce que les choses bougent. Alors ça me remplit d'espoir quelque part. On a d'autres petits pas qui me remplissent d'espoir. Je l'ai entendu la semaine dernière auprès de MAF Centrale à Lucerne. C'est que pour la première fois,
On ne sait pas encore si ce sera un Africain ou si ce sera un Latino-Américain, mais on va accueillir quelqu'un qui va venir pendant 3 ans dans notre organisation et puis qui va faire le mouvement inverse de ce que fait le White Savior. Ah, d'accord. Qui va venir travailler avec nous et nous amener sa compétence et sa connaissance. Et là, enfin, on est vraiment dans l'échange qui, pour moi, est porteur d'espoir. Donc, j'ai une lueur d'espoir quand même, malgré ces grisailles Nartoon Nebel qui traînent un petit peu. C'est-à-dire que moi, je peux avoir l'espoir qu'on puisse pas avoir en fait, cette affiche en fait, à Commune de la Fribourg, alors. Elle sera peut-être changée aussi, on est dans le domaine de la communication. Celle-là, en l'occurrence, m'a bien précédé. Hein. Je crois qu'elle est là depuis 6 ans sur les vitrines du bureau. Et je crois que c'était la première réaction qu'on a eue. C'est pas moi qui l'ai choisie, je sais même pas qui est la coopérante qui est montrée sur cette image et dans quel contexte elle a été prise. Évidemment, ça coûte un petit peu d'argent que de défloquer et refloquer, de faire le projet. Et puis, je pense que si on arrive à faire ce changement dans nos vitrines, je pense que je t'appellerai avant pour faire un comité de sélection. Ah, magnifique. Vous avez entendu, hein? Magnifique. En tout cas, merci à toi, Giada. Merci Philippe, en fait, d'avoir partagé en fait ce moment-là. J'espère que les gens ont compris un peu ce qui se passait par rapport aux associations et les luttes qu'on mène ensemble, au-delà en fait de la couleur et autres. Le peuple, vous avez entendu, ça se passe ici même au Parlement. Likez, abonnez-vous, partagez. Merci à vous.